Et bonjour à tous, bienvenue sur le live. Je suis en compagnie de Woodbeer et Shaka, Hello. qui nous Salut. font l'honneur tous les deux d'être avec nous sur ce live, notamment parce que on verrait d'une main de maître ce fameux sondage sur la V7. On a déjà Expérion qui est là. Salut les jeunes. Bien le bonjour à toi. Salut. Salut aussi à Noël Plantier, mon premier message dans le live. On va attendre encore quelques minutes que si d'autres personnes veulent se connecter. Et je suis content, c'est que le bot que j'ai mis en place, il a marqué, tu vois. Expérion qui met que des majuscules, là il vient de se prendre un petit bot. Ah, bien joué. Ça améliore de jour en jour, ce stream. Ah, bah on essaye, on essaye. Et, c'est tout le but. On verra ce que ça va donner. Si tout se passe bien, il devrait y avoir du stream à l'Open, peut-être. La qualif par équipe. Ouais. Donc on n'a pas fini encore cette année. On- Il y a encore des belles dates qui arrivent. ouais. Bon, on va commencer à présenter un peu ce qu'on va faire ce soir. Donc l'idée, c'est qu'on a fait un sondage sur la V7 à la fin de la phase de la qualif solo. Euh, Bah, si tu veux nous en dire quelques mots, Adrien, sur ce fameux sondage, un peu les thèmes abordés, après on rentrera dans le détail sur les résultats. Ouais, bah pour rappel, donc c'est un sondage qui avait été envoyé sur le Discord FFTM et je pense qu'on l'avait aussi relayé sur les réseaux sociaux. C'était au milieu du circuit de qualification. Donc on l'avait envoyé, je pense, en mars ou en avril. Donc on avait déjà fait un premier tournoi de qualif à Nantes et puis il y avait encore des tournois de qualif qui allaient suivre ensuite. Donc ce sondage, il avait été envoyé notamment pour comprendre l'impact qu'avait pu avoir la V7 sur la motivation des joueurs en France pour rejoindre des tournois, que ce soit d'ailleurs le circuit de qualification ou d'autres tournois. L'idée, c'est voilà, de comprendre quels étaient les leviers de motivation, plutôt de démotivation sur ce début d'année, parce qu'on pouvait entendre pas mal de choses sur quand on traînait dans les discussions autour de des communautés assez locales. On entend pas mal de choses sur voilà, la V7 a tué le jeu, le système d'armée de création des listes, etc. est plus aussi intéressant qu'avant. Donc du coup, on voulait se forger une opinion en tant que fédération sur ok, qu'est-ce que pensent vraiment les joueurs de cette V7 et quel impact ça peut avoir sur une motivation à participer à des tournois. Donc c'est un peu dans ce cadre-là que ce sondage avait été produit et du coup partagé à l'ensemble de la commu francophone sur Discord. Parfait. Chacun un mot à rajouter ou on passe Non, au non, sondage? je suis d'accord et ce soir je suis discret, je laisse parler les autres, donc je suis d'accord avec ce qui a été dit. Eh bien, allons-y. Je vais partager les résultats du sondage. Donc on est un peu fort, on va baisser. Et donc, la première table, c'est le nombre de répondants, 145 répondants. Euh, et la première question, Yes. c'était simplement, est-ce que tu étais engagé sur le circuit de qualification sur cette année 2025? Donc Donc, là, déjà, ce qu'on voit, c'est que 145 répondants, c'est très bien. C'est une bonne base de joueurs qui a répondu et une bonne base de travail pour nous, parce que là, on a quand même pas mal de data à analyser, donc ça, c'est cool. c'est ça. Et on voit que plus de trois quarts des participants avaient et se sont engagés sur la qualif. Non, Se ne se sont sont pas pas engagés. engagés sur la qualif, C'est ça. justement. Donc c'est ça Ce qui est qu'on. assez cohérent parce que, ouais, c'est ça, parce que on était plus que 30 joueurs uniques sur le circuit de qualification cette année. Bon, bien sûr, tout le monde n'a pas pu ou n'a pas répondu à ce questionnaire, donc c'est assez cohérent. Et donc voilà, on a quand même une grosse base de joueurs répondant à ce questionnaire qui n'avaient pas répondu, enfin qui n'avaient pas répondu présent du coup au circuit qualif cette année. Et donc c'est hyper intéressant justement parce que c'est l'avis de ces joueurs-là aussi qu'on allait chercher en fait avec le questionnaire. On voulait vraiment avoir l'avis des gens qui se sont pas engagés sur un circuit de qualif ou dans des tournois pour comprendre quelles étaient les raisons de la démotivation apparente qu'on pouvait soupçonner sur ce début d'année. Donc c'est cool en fait d'avoir eu tant de répondants. On a eu un bon panel. Et donc justement, si on regarde la première question, tu veux bien, moi je fais les questions et je te laisse gérer les réponses. Ouais, Donc la question, hein, c'est exactement, on peut y faire a-t-il ça. des raisons précises donc,
à cause de la V7, raisons logistiques, raisons économiques, raisons personnelles, qui font que tu ne t'es pas engagé sur le tournoi de qualif. Yes. Cette question, déjà, elle a été posée pas aux 145 répondants, elle a été posée aux 114 personnes qui ont répondu qu'ils ne s'étaient pas engagés sur le circuit de qualif. Donc là, on veut vraiment essayer de comprendre pourquoi ces 114 personnes ne se sont pas engagées sur le circuit de qualif. Et en fait, la première étape, c'était déjà d'essayer de comprendre si ces 114 personnes, en fait, c'est des joueurs qui, de toute manière, se considèrent casus et donc ne vont pas aller s'engager sur un circuit qualificatif, parce que c'est pas forcément ce qu'ils recherchent dans le hobby. Ou alors, en fait, c'est des personnes qui étaient intéressantes pour le circuit, mais qui, pour une raison ou une autre, n'ont pas souhaité cette année s'engager dessus. Donc c'est ce qu'on voit ici. On voit qu'il y a 61 personnes qui se considéraient justement comme plutôt casus et qui, voilà, de toute manière, peu importe l'état du jeu, se seraient pas forcément engagées sur le circuit. Mais on a 53 personnes qui auraient pu être intéressées pour faire des tournois un peu plus compétitifs en ce début d'année. Et pour une raison ou une autre, ils ont décidé de ne pas y aller. Donc en fait, c'est eux qui vont être ces joueurs-là. Ils sont hyper intéressants pour nous parce qu'on va essayer de décortiquer ensuite pourquoi ces 53 joueurs se sont pas rendus dans des tournois en début d'année et comprendre du coup l'impact qu'a pu avoir la V7 sur cette non-participation de cette tranche de la population. Et donc, justement, si on avance à l'étape suivante, donc pour les joueurs compétitifs, quelles raisons principales ont fait que tu n'as pas fait les circuits de qualification cette année? Là, on avait 53 personnes Donc là, on est qui font partie de ces réponses-là. ça. Donc c'est 53 personnes qu'on a vues juste avant qui ont dit que ils auraient pu s'inscrire sur le circuit, mais l'ont pas fait pour diverses raisons. Et donc là, on voit que la raison principale, en fait, donc pour presque la moitié d'entre eux, hein, c'est un conflit d'agenda ou des raisons personnelles pas disponibles au moment des tournois, qui font que on n'a pas eu ces personnes-là qui s'engagent sur les tournois en ce début d'année. La deuxième raison qui revient le plus souvent, donc il y a 9 personnes qui ont répondu ça, c'est que le circuit demandait trop d'investissement personnel ou requiert trop d'argent. Et en fait, là où c'est intéressant, c'est que la troisième raison, donc là où il y a 6 personnes qui ont répondu à l'affirmative, et cette troisième raison, la V7, principalement à cause de la V7, que les personnes ne se sont pas inscrites sur ces tournois de début d'année. Et donc là, on voit que c'est quand même seulement la troisième raison, et c'était, je pense, une bonne surprise pour nous quand on a lu les résultats du sondage, parce que on aurait pu penser que ce chiffre allait être beaucoup plus élevé, et qu'en fait les gens ne s'inscrivaient pas en tournoi parce que juste la V7 ne leur convenait pas. Là, on voit que c'est clairement pas la raison principale. Qu'est-ce que t'en penses, toi, David? Voilà, c'est comme tu dis, hein, c'est un peu les bruits qu'on entendait à droite à gauche, la V7 n'est pas complète, c'est pas intéressant, etc. En fait, avec le sondage, on se rend compte que ça a beau faire beaucoup de bruit quand on en parle ou autre, c'est pas la raison principale qui font que les gens ne sont pas venus. Donc c'est gros de faire même pas une personne sur 10. Donc franchement, ça reste une cause plutôt faible. Effectivement, on a tous été surpris un peu de ce résultat. Vraiment. Et donc voilà, pour rappel, la raison principale, c'est plus des conflits d'agenda. Après, on aurait des raisons qui restent secondaires. Donc en 4e, 5e, 6e position, on a des manques de tournois qualificatifs à proximité géographique. Alors, on sait on a fait pour rappel un tournoi à Nantes, on a fait un tournoi à Orléans, un à Taluyer et un à Périgueux. Donc on a essayé de quadriller plutôt pas trop mal la carte de France, mais bon, il y a toujours des endroits qui sont toujours un peu loin. Et donc c'est ce qui est remonté là avec ces 4 personnes qui cette raison. Et donc, On a aussi ouais, vas-y. non, j'allais dire, on voit clairement quand même qu'on a quand même 3 grosses causes qui représentent quasiment 75% des joueurs. Hein. Et comme tu disais, c'est surtout le conflit d'agenda. Et moi, je vais revenir un peu là-dessus. C'est qu'on a eu 3 tournois de qualif qui sont un peu enchaînés, je crois, 15 jours, 15 jours, 15 jours. Ouais. Il faut rappeler aussi que cette année, il y a eu des soucis de salle, etc. Enfin, des derniers qui font qu'on a été un peu pris par le temps et qu'on a, au final, pas pu poser vraiment les dates qu'on voulait parce qu'on a dû faire des changements. Donc voilà, on va tout faire côté FFTM et le prochain bureau gérera ça pour essayer d'espacer peut-être un peu plus les dates et essayer de voir que ce soit moins regroupé sur l'année en tout cas. Exactement. Et puis et dans les commentaires aussi, on avait des personnes qui citaient
des week-ends qui tombaient parfois un peu mal, des week-ends prolongés qui étaient passés en famille par des personnes qui sont pères de famille tout simplement, tombaient un peu mal. Donc voilà, ça retombe vraiment dans cette histoire de conflit d'agenda sur cette année. On prendra enfin, le prochain bureau prendra les mesures qu'il faudra, je pense, pour Oui. corriger le tir pour l'année prochaine. Et en autre raison, on avait aussi, je sais que c'est un sujet, en tout cas moi j'en avais pas mal parlé dans mes cercles locaux, c'est le fait d'amener 2 listes à un tournoi. Donc il y avait une raison qui était devoir amener 2 listes à un tournoi était un réel frein pour moi. Donc là, je crois qu'on a 3 personnes qui ont cité ça en raison principale. Donc pour rappel, on avait 2 tournois où il fallait ramener 2 listes, une du bien, une du mal. C'était Taluyer et Orléans, pour mimiquer un peu le format Nation Cup, pour s'y préparer. Et donc là, voilà, on voit que c'est pas une des raisons principales. Ça peut être une raison pour certaines personnes. C'est pas la raison principale de la majorité de la population. Je pense qu'on peut aussi rappeler, on peut en profiter pour rappeler que faut pas hésiter à se faire connaître sur le Discord si jamais on a envie de participer à des tournois et que il nous manque des figurines pour la compléter, l'armée qu'on souhaite jouer, ou voilà, on a des soucis pour amener 2 listes. Je pense qu'on a une communauté qui est assez généreuse là-dessus. Oui, clairement. Et qui peut Et puis facilement surtout, trouver des gens. Ouais. et surtout comment sont faits les tournois, c'est un joueur qui joue un jour une liste et le lendemain l'autre liste. C'est pas à chaque match que ça change. Donc on peut très facilement trouver avec des personnes qui jouent pas la même armée que le jour même, des listes à ramener, limite ramener même une armée chacun. Enfin, il y a vraiment quand même de quoi faire logiquement pour réussir à s'approcher des armées. Enfin, pour avoir, moi j'étais à Orléans, et il y a eu Taluya aussi d'ailleurs, où ça s'est passé. Jouer tous les joueurs côté des figurines à droite à gauche. C'est vrai que de ce côté-là, on a quand même une commu qui se prête les figues, qui est très soudée. Je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui a demandé une figue et qui ne l'a pas trouvée. Pareil, complètement. Donc voilà, pas hésiter, je pense que on est tous assez sympas là-dessus. Je reviens juste sur le Et message bon, après, on d'Xperion, a quelques personnes. parce qu'Xperion, Ouais. elle remarque quand on parle du prochain bureau, qui nous dit du prochain bureau quand il y aura des votes. Pour rappel, le bureau actuel, il y a bien eu des votes qui ont eu lieu au tournoi de Hans l'année dernière. Donc le bureau actuel a été élu. Et il y aura bien un vote, ne t'en fais pas. On est en train de regarder comment faire le prochain CA, quand, où, et il y aura donc bien des votes pour élire un nouveau bureau. Donc pas de dictature comme tu le cries dans le chat, Dario. Et puis après, pour être parfaitement exhaustif, on a aussi des personnes qui ont dit voilà, qu'ils pensaient ne pas avoir le niveau et donc n'ont pas souhaité s'engager sur les tournois de ce début d'année, ce qui est complètement entendable. Alors après, c'est vrai que c'est jamais agréable de se pointer à un tournoi et de se faire écraser ou rouler dessus. Voilà, enfin, c'est jamais agréable. Ça reste toujours un bon moyen d'apprendre et puis voilà, même si ça reste des tournois de qualification et que forcément les joueurs sont assez compétitifs, je pense qu'on est quand même tous j'espère, assez bienveillant avec les nouvelles têtes et que n'hésitez, je pense, à se lancer aussi. Ouais, clairement. Et donc, si on passe à la Voilà, puis suite après, du voilà. sondage, je pense qu'on peut passer à la question suivante. Donc, Ouais. aux mêmes joueurs, on leur a demandé quelle est la raison secondaire pour laquelle ils ne sont pas venus, en reprenant les mêmes critères. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que les 3 critères qui étaient principaux en raison principale, ils le sont aussi en raison secondaire, dans des proportions différentes, mais quasiment à 75% aussi, quoi. Ouais, tout à fait. Cette question a été posée parce que forcément, il n'y a pas qu'une seule réponse à la question pourquoi tu t'es pas inscrit sur le circuit cette année. Donc il y a forcément plusieurs raisons. Et donc on a posé cette question pour avoir aussi la raison secondaire. Et comme tu le dis bien, les 3 raisons principales, c'est les mêmes. Alors pas forcément dans le même ordre et dans les mêmes proportions, mais on a toujours les conflits d'agenda qui sont la raison principale. En raison secondaire, on a cette fois la V7 qui est citée. Donc on a 12 personnes qui citent la V7. Donc si on additionne avec les 6 qu'il avait mis en raison principale, ça veut dire que voilà, il y a 18 personnes sur les 53 qui, en raison principale ou secondaire, ont quand même cité la V7. Et on verra juste après qu'on a un camembert avec ces 18 personnes et le détail de ce qu'elles pensent de la V7. Donc ça va être intéressant de regarder ça. Mais oui, c'est les mêmes 3 raisons qui reviennent, donc pas de surprise ici. Je pense on en a déjà parlé, et ça conforte le fait que voilà, cette année, pour pas mal de personnes, conflit d'agenda ou trop d'investissement, euh,
personnel pour se lancer dans l'aventure était requis. On passe à la suite sur les joueurs compétitifs. Donc là, on avait 18 réponses. Donc, suite à votre réponse précédente, en quoi la V7 avait impacté négativement justement l'envie de se qualifier, en tout cas de faire les qualifs. Donc, comme tu disais, on avait 10 joueurs qui ont répondu. En raison principale, c'est quasiment égalité à 2 voix d'écart. On a le nouveau système d'alliance qui limite le jeu et le fait que la totalité des livres n'était pas sortie. Ouais, c'est ça. Donc là, c'est vraiment les 18 qui ont répondu en raison principale ou secondaire à l'AV7 a eu un impact sur ma motivation. Et moi, ce que j'aime bien dans ces résultats, tu me diras ce que tu en penses, mais c'est que les raisons qui ont été citées ici, c'est donc il y a 7 personnes qui citent la totalité des livres, j'attends qu'elle soit sortie. Il y a 2 personnes qui citent je jouais des armées plus disponibles pour le moment. Donc en fait des problèmes finalement qui n'en sont plus parce qu'on sait maintenant que on a toutes les armées qui sont disponibles, on a la totalité des livres qui sont sortis, on a même la traduction française qui est sortie il y a pas si longtemps. Donc restent du coup les 9 personnes qui disent je n'aime pas le nouveau système d'alliance et la manière dont il limite le jeu. Je pense que c'est hyper entendable comme argument. Mais je trouve, mon point de vue personnel, c'est que maintenant qu'on a tous les livres et toutes les listes bien fournies avec tous les profils legacy, etc., que certes il y a toujours une limite par rapport à ce qu'on pouvait faire avant, mais on est quand même un peu plus souple dans l'approche, je trouve. Clairement, l'arrivée des nouveaux livres, enfin des derniers livres des Legacy a complètement étoffé les listes. Et c'est que maintenant, on a quand même des listes avec quand même un certain choix dedans. Ouais. Et clairement, c'est intéressant. Après, je pense que tu vois, les deux qui disaient je jouais des armées plus pour le moment, moi j'ai envie de les lier à j'attends la sortie de enfin, j'attends que la totalité des livres soit sortie, parce qu'en fait, c'était un peu lié. Ouais, tout à fait. Là, comme tu dis, hein, sur les 3 derniers points, la non-maîtrise des règles, les armes non jouables, et justement les livres sortis, bon bah ça c'est des problèmes qui se sont réglés et qui vont bientôt être réglés définitivement parce que là donc les traductions sont en cours pour le profit des armées. Et donc là maintenant il nous reste les 9 joueurs qui n'aiment pas le nouveau système d'alliance, à voir comment on peut essayer de les ramener dans le jeu, de les garder avec nous et tout faire pour leur montrer que les armées sont maintenant à nouveau quand même plutôt complètes, même si comme tu dis on peut plus faire tout et n'importe quoi, on a quand même de quoi s'amuser. Ouais, on a récupéré quelque chose qui était assez proche parce que quand on est avec les premiers bouquins, c'est vrai que le système d'alliance était complètement mort. Il y avait beaucoup d'armées dont on voyait pas trop l'intérêt, hein, tout ce qui était Defender of the Pelennor, etc. C'était des armées qui avaient très peu de bonus contre une variété de figurines un peu plus élevée que les autres listes, mais qui n'étaient pas non plus folichonnes. Du coup, on voyait pas trop d'intérêt de les prendre. D'ailleurs, c'est des armées qu'on n'a pas vues sur la première moitié de l'année, hein. Quasiment personne a joué Defender of Pelennor, quasiment personne a joué, je suis pas sûr que la Grande Armée du Sud, elle devait pas encore être dispo, mais même les armées un peu similaires, elles n'étaient pas jouées. Ou Légion du Mordor, c'était un petit peu le pendant. Il y a que 5 armées à la rigueur qui étaient un petit peu sorties. Mais en fait, maintenant qu'on a tous les bouquins et tous les legacy, en fait, ce qu'on se rend compte par rapport à l'ancien système, quand on regarde bien, Game Workshop a surtout supprimé les alliances jaunes et les alliances rouges, et tout ce qui existait en alliance verte est quasiment reproductible à l'identique dans la nouvelle version du jeu, avec des bonus un peu accentués. Et en fait, ce qu'on n'avait pas trop cerné, c'était qu'il allait avoir ces espèces d'armées hyper composites que sont Légion du Mordor, que sont Armée du Grand Œil qui s'est rajouté, etc. Et que du coup, mine de rien, ça offre déjà des possibilités de construction qui sont un peu plus élevées avec plus de figurines. Donc le croisement, mine de rien, ça vaut pas la V6, hein, on va pas se mentir, ça vaudra jamais la V6 où tu pouvais mettre Bilbon et Gilgalad dans la même liste, quoi, ou un truc dans ce goût-là. Mais bon, déjà, on va dire que ça a déjà légèrement changé. Donc, ce sera intéressant d'avoir l'avis. Bon, je sais pas si on aura le temps de l'avoir. Ce sera intéressant d'avoir l'avis de ces personnes sur maintenant que le jeu est complet et qu'on a aussi été rassuré par les Legacy, parce qu'en fait, énormément de monde était persuadé que les Legacy étaient enterrés. Il y a des gens qui vendaient leurs armées et compagnie, alors que finalement, a priori, elles le sont pas du tout, et elles aident aussi à maintenir le jeu encore relativement ouvert. Effectivement, donc c'est vrai que voilà, je trouve ça plutôt pas mal, ouais. On avance dans le sondage. Partie Allez. suivante sur les joueurs compétitifs. Donc c'est les joueurs ayant Ouais. participé au circuit cette fois, donc ils sont 31. Et donc on leur demandait d'abord quels étaient leurs objectifs personnels réalistes
en début d'année. Donc là, on avait 3 ponts possibles, hein, viser le top 10 et l'équipe Nations Cup. Viser le top 26 et donc potentiellement une qualif WTC, ou aucun objectif, je viens tester et voir ce que ça donne. Et donc là, la grande majorité espérait au moins une qualification, que ce soit Nations Cup ou WTC. Et on en a quand même 8 qui étaient là pour en découdre et qui voulaient la Nations Cup. Donc c'est plutôt bien, on a quand même des gens motivés, donc ça fait plaisir. Ouais, c'est bien, je pense que c'est intéressant comme résultat. Alors, le sondage, principalement, l'objectif du sondage, c'était d'avoir des informations sur les leviers de démotivation qu'on a vu juste avant. Là, on se concentre vraiment maintenant sur les 31 qui ont engagé sur le circuit qualif, et donc l'idée, c'était d'en profiter aussi pour récupérer des informations sur eux, les motivations qu'ils ont en fait à venir sur le circuit. Que les questions sont différentes et que la population est différente également. Mais ouais, je trouve que c'est cool. Je pense que ça montre que les personnes qui sont venues, elles avaient des vraies ambitions. Et puis voilà, 8 personnes pour la Nation Cup, 20 personnes pour le WTC, c'est pas mal, sachant que ça représente pas la totalité des inscrits sur le circuit de qualif et qu'il y a d'autres joueurs qui n'ont pas répondu au sondage. Je pense que ça montre qu'il y a un vrai intérêt pour ces compétitions internationales, qui sont toujours des bons moments à passer en équipe. Complètement. On a la prochaine étape là, qui est bientôt. Du coup, peut-être tu disais en stream la C'est ça, finale. la prochaine étape par du tournoi de équipe qualif, c'est fin novembre, je crois, c'est ça. Ce sera fin novembre, le tournoi de qualif par équipe. Où voilà, on a les équipes WTC qui sont formées, qui sont en train de s'entraîner, j'espère, chacune de leur côté, et qui vont venir en découdre pour taper les places qualificatives pour le WTC de l'année prochaine. Surtout qu'il ça va être intéressant parce que il y a vraiment beaucoup de choses à tester, parce que outre les outre les nouvelles armées, les nouvelles armées et compagnie, même les scénarios, outre les 6 nouveaux, même les anciens, il y en a beaucoup qui ont été profondément remaniés. J'ai encore joué ce matin un Size the Price contre un joueur de chez moi. Le scénario typiquement est complètement remanié, c'est plus du tout le même qu'avant, donc mine de rien, ça fait quand même, je sais pas ce que tu en penses Adri, mais ça fait quand même beaucoup de nouveautés assimilées. Il y a plein de petites règles et de petits trucs qui sont basiques. Tu le lis dans les règles, tu te dis en fait ça va le faire tranquille. Puis pour prendre un exemple tout simple, donc moi je jouais Size the Price. Maintenant c'est clairement stipulé dans les règles qu'un objet ne peut bouger qu'une seule fois par tour. Ce qui veut dire que théoriquement un objet qui a déjà bougé une fois peut pas rebouger après un combat héroïque, ce qui n'était pas forcément comme ça qu'on joue en V6, mais en V7 ça a l'air beaucoup plus clair. Et je le redis au début de la partie à mon adversaire en mode faut qu'on fasse gaffe à ça et compagnie, et dans le feu de l'action, à un moment, bing, je fais mon combat héroïque, j'amène la relique juste devant le nez d'un héros ennemi, mais pas sur le héros, sur une troupe à côté avec un autre de mes héros en me disant vas-y, je rebondis sur un combat héroïque et je me barre plus loin. Et la fin du combat, je fais je rebouge, mon adversaire qui me dit non, la relique tu la bouges pas, elle a déjà bougé, elle reste juste devant mon héros là. Et là je fais ah ouais. Et Dommage. bon, c'est des trucs. Ouais, dommage. Hein. C'est des trucs bêtes en soi. C'est pas énorme. C'est juste un point de règle. Mais ça, c'est typiquement le genre de truc. Tant que t'as pas fait la connerie une fois en partie, en fait, c'est pas rentré, c'est pas assimilé, quoi. Donc, je pense quand même qu'il y a beaucoup de travail et beaucoup d'entraînement à faire là pour nos futures équipes internationales à tout niveau. Hein. Mais c'est très cool. Hein. Ouais, et puis en plus, pas oublier qu'ils ont bien 5 listes à aller chercher, parce que maintenant il n'y a plus vraiment de fake list entre guillemets. La fake list change à sa combe, donc il y a un vrai travail à faire de ce côté-là. Qui d'ailleurs en plus ouvre carrément les perspectives de jeu, parce qu'avant quand tu joues 4 listes, même si tu peux en polariser une sur les 4 avec le système d'appariement, tu es quand même obligé de garder des listes qui peuvent gérer un peu toutes les situations, alors que là tu dois vraiment construire ton roster en te disant que de toute façon il y a des listes dont tu vas pouvoir te débarrasser au bon moment, et ça te permet de sortir des listes que tu n'aurais pas du tout envisagé autrement, quoi. Et ça c'est super intéressant. Ça va être aussi le premier tournoi où les legacy seront. Enfin, je ne vais pas dire que c'est le premier tournoi où les legacy sont autorisés, parce qu'il y a des legacy qui sont autorisés dans les tournois locaux en France, mais je veux dire d'ampleur, internationale, parce qu'on est quand même sur une compétition, enfin un tournoi qui est assez compétitif. Là, il y a l'Ardacon dans un mois. Bon, il n'y a pas de legacy. Donc là, avoir les premiers rosters de 5 listes avec des figurines Legacy, ça va être. Entre temps, on aura juste les 2 Open. Il y a l'Open d'Italie qui est en septembre et l'Open de France qui sera Ah, t'as raison.
en octobre. Donc il y aura ces deux Ouais. Open là qui seront là quand même un peu pour jauger, même si c'est pas le même nombre de points que WTC, ça pourra déjà donner Ouais, c'est une vrai. première perspective. Donc justement sur les joueurs de qualif, pardon, on a voulu savoir pourquoi certains d'entre eux avaient fait que le tournoi de qualification et pas plus. Bon, bah, pour la majorité, on revient au conflit d'agenda, dont on a déjà parlé évidemment. Il y a une personne qui disait que c'était lié à la déception de la perte du premier tournoi, et trois en fait qui ont juste fait le tournoi parce qu'ils étaient proches de chez eux et qui n'étaient pas vraiment intéressés, donc je pense par une qualif derrière. Et même Donc les question mêmes pour les trois joueurs qui ont qui fait ont répondu en engageant en voix. sûrement. Et on avait même question pour ceux qui ont fait que deux tournois, alors que pour rappel, il y avait trois tournois qui comptaient pour les points. Et là, c'est en un, le conflit d'agenda toujours, et en deux, le trop d'investissement de temps ou d'argent. Donc voilà, on retrouve toujours à peu près la même raison au final, hein, qu'on soit sur les joueurs qui ont fait la qualif ou non, ceux qui en ont pas fait beaucoup non plus, ouais, sur ces questions d'investissement, de temps, d'argent ou d'agenda. Ouais. Personne n'a dit j'ai pas aimé la V7 et du coup je fais pas d'autres tournois. C'est ça, Rassurant pour le jeu. complètement. Et on avait aussi, pour info, on avait quand même deux personnes qui ont répondu qu'ils allaient faire 4 tournois, parce que les 4 tournois n'étaient pas encore passés. Donc il y a deux personnes qui ont répondu ça, et voilà, il y a une personne qui a dit pourquoi elle t'a fait 4 tournois alors qu'il n'y en avait que 3 qui comptaient. Donc il y a une réponse, c'était pour casser les jambes de mes rivaux dans la course à la qualif, bien sûr, et Logique. l'autre c'était parce que j'aime le jeu et que je n'ai pas de petite copine. Voilà, donc je vous laisse après Les deux vos s'entendent. pronostics. Voilà. On passe sur la suite sur les joueurs casus maintenant. L'impact de la V7, pour quelle raison principale? Donc, là, on a 30 joueurs qui étaient impactés par cette réponse. Donc, dans la réponse possible, on avait Ouais. j'attends la totalité des livres, même pas le nouveau système d'alliance, je joue une armée qui n'est plus présente, je ne maîtrise pas les nouvelles règles, donc j'attends les traductions, et je ne maîtrise pas les nouvelles règles car je n'ai pas pris le temps. Et donc là, Ouais. on est sur le manque des livres et le système d'alliance. Tout à fait. Et ces 30 joueurs casus, ils viennent d'où en fait c'est les joueurs qui ont dit que voilà, de toute manière, ils ne se seraient pas engagés sur un circuit qualificatif en ce début d'année. Donc il y en avait 61, je crois. Et pourquoi on est redescendu à 30? Parce qu'à un moment donné, on avait posé une question sur est-ce que la V7 a réduit ta motivation ou ton implication à réaliser des tournois? 30 personnes avaient dit oui. Et donc on s'est dit ça peut être aussi intéressant, même si c'est des joueurs qui de toute manière ne se seraient pas engagés sur un circuit compétitif. Voilà, on veut aussi comprendre quel est l'impact de cette V7 chez ces joueurs-là et comprendre l'impact que ça peut avoir aussi pour les organisateurs de tournois plus locaux, chez qui ces personnes-là peuvent se rendre pour aller faire leur hobby. Donc voilà, c'est ces 30-là en fait qui se considèrent plus casus, mais qui disent que voilà, la V7 a pu avoir un impact sur leur motivation juste à participer au hobby de manière générale. C'est ça. Je me corrige juste tout à l'heure, Et on a c'était bien l'Open de France, l'Open d'Italie et on a aussi l'Open de Belgique qui a lieu en octobre. Donc on a un troisième Open qui sera là pour tester les listes. Merci Eradros pour me l'avoir rappelé. Petite tweet de ma part. les trois sur Army Tracker, du coup, parce qu'il y a l'Italie aussi sur Army Tracker pour l'Open. Yes. Oui. Trop bien. On pourra suivre ces trois Open, les trois résultats, et on aura donc les analyses de ces trois tournois qui seront bien présents dans les stats d'armée qui sont faites sur le site. Bien. Et je crois qu'on est arrivé à Et la sinon, dernière juste question. pour finir sur les. Ouais, c'est ça. Juste pour finir sur les joueurs casus, ce qui est quand même cool dans ces réponses-là, c'est qu'on voit qu'on a toujours des réponses qui ont été données au moment de la réponse au sondage, qui a priori sont maintenant. Les doutes les problèmes sont levés finalement parce que voilà, la totalité des livres c'est arrivé. J'attends l'arrivée des règles traduites de la FFTM parce que je maîtrise pas les règles actuellement. Voilà, pareil, il y a tout ça qui est arrivé entre temps et donc on a bon espoir aussi pour les organisateurs de tournois plus locaux que toutes ces personnes-là qui un peu démotivées par l'arrivée de la V7 vont reprendre du poil de la bête et continuer à faire vivre
le hobby de manière plus locale. Voilà, je sais pas si vous avez des questions sur le live par rapport au sondage. Déjà, vous y avez répondu, parce que vous faites partie des personnes qui ont répondu. Est-ce que les résultats vous choquent? Est-ce que vous trouvez ça logique par rapport aux discussions que vous avez aussi dans vos groupes autour de chez vous? Pour nous, ce qu'on peut dire en tout cas, c'est quand même qu'on a été plutôt surpris de certaines réponses. Qu'au final, on a plutôt confiance dans le fait que le jeu va quand même bien continuer, que la V7, au final, même si elle a été un peu embêtante pour certains joueurs, elle n'a pas eu un si gros impact que ça sur l'envie de jouer la qualification. Et donc, si on arrive à mieux gérer l'agenda du tournoi, il y a quand même de chances qu'on ait un plus gros panel de joueurs présents qui va y tester la qualification. Ouais, exactement. Donc ouais, plutôt satisfait de ces réponses-là. Et puis en plus, il y avait tout un champ free text de commentaires qui vont vraiment dans le sens de tout ce qu'on s'est dit. On a eu pas mal de commentaires, je vais en citer juste quelques-uns, mais qui disent voilà, je me suis pas investi sur le circuit compète par contrainte personnelle, par de famille, week-end souvent pris, prévoir des week-ends de semaine pair et impair, éviter les week-ends à rallonge, tournoi pendant des week-ends de pont, contraintes familiales, etc. Donc voilà, on a vraiment plein de commentaires qui abondent dans le sens du l'agenda était quand même difficile à organiser pour la plupart des personnes cette année. Et aussi, on a eu pas mal de commentaires sur, donc plutôt, je pense, de personnes qui se sont pas engagées sur le circuit parce que peut-être un peu plus casu. Pas mal de commentaires sur le manque de contenu aussi en ligne pour se remettre dans la V7 avec les nouvelles règles qui sont arrivées, etc. C'est vrai que on a moins de contenu en ligne ou sur YouTube aujourd'hui, donc c'est des commentaires qui sont pas mal revenus également. Ouais, les vidéos vont revenir, hein. On a Gorbag, hein, pour rappel, qui a fait une première vidéo, là, premier rapport de bataille des 7. On a aussi les petits rodeurs, hein, côté Trop cool. Belgique, qui font pas mal de vidéos, notamment des débriefs, des analyses politiques, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas à aller voir aussi leur chaîne, hein, parce que c'est quand même très intéressant. Là, leur dernière vidéo sur le retour de Nations Cup était vraiment Ouais, c'est intéressant. cool. Donc, n'hésitez pas à aller voir tout ça. On a Dédé Le Bougnouf qui nous dit vous êtes content d'avoir eu 90 réponses. Alors, on a eu plus de 90 réponses, hein. On a eu 145 réponses. Par contre, oui, effectivement, comme tu dis, est-ce que c'est pas peu vu le nombre d'adhérents à la FFTM? Alors, oui, c'est peu, mais ça nous donne quand même déjà un joli petit panel, une jolie petite représentation. C'est pas vraiment peu dans le sens où aussi le sondage était adressé aux gens qui sont allés à minima au moins une fois en tournoi. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que en fait, la communauté invisible, entre guillemets, c'est-à-dire la communauté qui va jouer chez elle, dans sa région, dans son jardin, et qui sera pas du tout compétitive, mais même sans dire d'aller jusqu'à un tournoi de qualif, qui ne va même pas à des tournois, en fait, cette communauté-là est énorme et bien plus grosse que la communauté visible qu'on peut voir sur le Discord ou qu'on peut voir ailleurs, qui n'est que la partie émergée de l'iceberg. Et au final, là où c'est pas choquant, ça se voit dans les adhérents. Alors les adhérents, je sais plus à combien on est. Je sais qu'on a passé les 200. On doit être à 220 adhérents, quelque chose comme ça. Déjà, l'adhésion, c'est un geste fort envers le jeu. Donc déjà, effectivement, si on prend le chiffre des adhérents, on a eu 150 réponses sur 200 adhérents. Je crois qu'il y a quasiment que des adhérents qui ont répondu au sondage. J'avais survolé un peu les noms. De mémoire, c'était quasiment que des gens que je connaissais. Donc ça, on va dire que la partie active de la communauté qui adhère, qui fait des tournois, a plutôt répondu. Et à ce niveau-là, le sondage est plutôt représentatif parce que pour le coup, le sondage s'adressait plutôt à eux. C'est-à-dire que même si la FFTM finalement œuvre aussi pour la communauté entre guillemets invisible avec les traductions, avec d'autres choses, dans les faits, ça reste cette grande communauté, elle fait vivre le jeu parce qu'elle achète des figurines et que c'est ça qui fait tourner la licence et que du coup c'est ce qui donne envie à Game Workshop de continuer. Mais on va dire, si on resserre sur la vie associative très française, ces gens-là, ils vont plutôt peut-être faire vivre des assos locales. Mais par contre, effectivement, c'est pas forcément eux qui vont faire tourner derrière la sphère compétitive du hobby. Et du coup, c'était pas énormément ces gens-là qui étaient ciblés par le sondage. Donc si on part du principe que le sondage ciblait plutôt les personnes qui vont avoir la démarche de se déplacer en tournoi, on a quand même plutôt eu un panel représentatif. L'autre point, par contre, pour insister, c'est que oui, par contre, en dehors de ça, la communauté est beaucoup plus importante. Ça, malheureusement, on le voit pas tellement aux adhésions, on le voit plutôt à côté au nombre de gens sur le Discord.
Je sais plus combien c'est, hein, mais je sais qu'on est plus de 1000 sur le Discord. Au nombre de gens qu'on voit sur Facebook, sur les réactions Facebook, où on voit plein de gens qui sont pas sur le Discord ni ailleurs. Et on voit des fois que certaines chaînes, je crois que la page de PA elle est suivie par pareil, pas loin de 1000 personnes. Donc c'est assez énorme. Et moi je l'ai vu aussi du coup sur notre système de dons, où là, avec les traductions, on propose aux gens qui font un don de 20 € ou de 40 € de recevoir des exemplaires des traductions. Là, par contre, je reçois en fait quasiment que des dons de personnes que moi je connais pas, c'est-à-dire qui sont ni adhérentes, ni que je connais pas du Discord ou des tournois. Et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de gens qui jouent chez eux. C'est des gens qui ont plus besoin des traductions que les autres aussi, parce qu'ils sont moins adeptes du jeu. Donc voilà, effectivement le panel est assez petit de 145 répondants si on prend tous les joueurs de MESBG de France. Mais ça, malheureusement, j'ai envie de dire, la FFTM, elle peut pas non plus trouver, elle peut pas non plus proposer des activités ou prendre en charge des choses en lien avec l'arrivée de la V7, outre les traductions, à des gens qui de toute façon ne dépassent pas le tissu associatif local. Mais par contre, pour le tissu associatif un peu plus actif, non, je pense que le panel de 145 répondants, il était assez représentatif. On n'a pas d'autres questions. On a Expert qui nous dit achète des figurines. Ouais, je connais cette théorie. Et puis c'est tout. Donc on a plus d'autres réponses. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir rester là, sauf si vous aviez quelque chose à dire ou à compléter de l'autre côté, Adrien et Joe. Pas spécialement, c'est peut-être une initiative à réitérer une fois dans l'année pour suivre un peu la température de la communauté. Mais voilà, je pense que c'est une bonne, des bons insights, comme on dit. Ouais, moi, il y a un truc, je pense. Alors, je pense que le sondage reflétait pas mal un peu toutes les options. Il y a un truc, je pense aussi, qui a pu jouer un petit peu dans, en tout cas, le sentiment de légère désertion qu'on a pu avoir sur le début d'année. C'est aussi les dynamiques internationales des événements, où on a, sans tirer dans les pattes, mais on avait un WTC notamment qui avait perdu pas mal de vitesse. La Nation Cup, elle, qui était arrivée plutôt en grande pompe, mais bon, la Nation Cup, finalement, elle est très très élitiste, donc effectivement, si t'as pas le niveau de te dire, je vais accrocher un top 10 français, tu sais que t'as peu de chances d'y aller. Je pense clairement qu'il y a eu un autre facteur qui est je pense que non, déjà la V7 est arrivée un peu brusquement. Elle est mal arrivée, je pense qu'on est à peu près tous d'accord. La manière dont elle est sortie, bon, ça pose quand même des questions un petit peu. Il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris les choix de Game Workshop. Et je pense qu'en simultané de cette V7 qui est mal arrivée, on avait l'événement qui capte le plus de joueurs compétitifs, qui était le WTC, qui avait clairement perdu de la vitesse avec les 2 dernières éditions à Grenade, notamment la dernière qui avait quand même rencontré, beaucoup de soucis. Et cette année, par contre, l'édition s'est plutôt très bien passée, hein, pour des raisons qui ont déjà été soulignées à d'autres endroits. Donc, faut espérer un petit peu que le WTC regagne un petit peu en superbe, que ça motive aussi un petit peu les gens à maintenir. La Nation Cup se maintient. Paradoxalement, après avoir, hein, moi je trouve que c'est l'Ardacon qui perd un peu de la vitesse cette année, mais ça on verra dans 2 semaines quand on y sera. Hein. Voilà. Il y a une belle commu française là qui part à l'Ardacon. Ouais, un petit peu moins que l'année dernière, je crois, mais ouais, on est quand même. C'est franco-belge, c'est si on fait français plus belge ou donc une belle commu francophone. Faut être 15, 13, Mais ouais, 16, 17. ça devient un peu, ça devient un petit peu un rendez-vous, des gens qui sont bien dans le jeu, quoi. Mais pareil, c'est un événement qui a pas toujours eu bonne presse. Moi, j'aimerais vraiment qu'une année on déboule à 30 francophones, quoi. Et oui, effectivement, Eradros souligne le fait qu'ils ont fait le choix de pas autoriser les legacy. Ça, c'est vrai que c'est un choix qui, en tout cas, leur enlèvera quelques joueurs, ne serait-ce que les joueurs qui n'ont pas beaucoup de figurines et qui se sont retrouvés avec quelques armées qui sont passées legacy. Ça, forcément, ça. Voilà. Après, jouer sans les legacy, ça fera aussi une spécificité parce que finalement, ce sera pas la même méta. Encore que je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de listes Legacy qui vont être ultra méta, mais quand même quelques profils. Ouais, je sais pas.
Je sais pas. Tu le vois comment, toi, Adri, le fait que les Legacy soient pas autorisés? Je trouve que c'est dommage parce que pour l'instant, c'est le seul tournoi qui les autorise pas, donc ça crée une espèce de méta un peu bizarre juste pour ce tournoi-là. De ce qu'on a pu voir sur les différents posts Facebook, sur la page de Ardacon, tu as quand même une grosse partie de la communauté internationale qui a l'air d'être contre cette décision de ne pas autoriser les Legacy. On a pu voir des commentaires de personnes qui disaient clairement qu'ils ne viendraient pas cette année à cause de ça. Donc je trouve ça dommage de séparer la communauté en deux. On n'est déjà pas la communauté la plus nombreuse. Donc je trouve ça dommage de split, de nous split, quoi, tout simplement. Ouais, après, les gens qui se plaignent sont toujours les gens qui parlent et qui se manifestent, hein, donc je sais Ouais. pas. J'ai pas de sondage, hein, j'ai pas la science infuse, je sais pas si c'est un facteur si déterminant pour les gens. Les gens qui ont envie de faire un gros événement et qui plus est l'Ardacon, c'est quand même assez unique de pouvoir enchaîner comme ça 5 jours de tournoi. Génial. Pour l'instant, c'est encore le seul événement international où on arrive à trouver des Australiens, des Néo-Zélandais et compagnie, même si la Nation Cup s'est mis pour objectif l'année prochaine d'aussi capter ces publics-là. Il y a aussi il y a des pays. J'ai vu un petit peu d'ailleurs, je sais pas si tu as fait gaffe, tu disais qu'on pouvait pas trop consulter le nombre d'inscrits, mais en fait, quand tu sélectionnes tes équipes, tu peux réussir à avoir un petit peu un panel de toutes les autres équipes qui sont créées et compagnie. J'ai vu que voilà, il y a aussi des pays qui privilégient l'Ardacon à d'autres tournois. Je pense notamment aux pays scandinaves qui font pas forcément trop le WTC ou la Nation Cup. C'est bien dommage d'ailleurs, mais qui par contre sont là quasiment tous les ans à l'Ardacon. Donc, est-ce que je sais pas si les Legacy vont vraiment bloquer tant de monde que ça. Je sais pas. De toute façon, on le verra cette année, hein, comme tu le nombre d'inscrits. Enfin, en face, on Ah, l'autre. verra. Ce qui va être. Ce qu'on pourra voir, c'est surtout peut-être les étrangers, parce qu'effectivement, les Anglais, que ce soit Legacy ou non, peut-être que vu que c'est chez eux, ils vont quand même y aller. C'est peut-être plus sur le nombre d'étrangers qu'on pourra se dire, bah, tiens, il y a quand même une vraie baisse de fréquentation ou non, quoi. L'autre souci, c'est que ça va faire comme cette année avec notre qualif à nous, c'est que il y a un peu un croisement de ça, plus le fait que bon, cette année, l'organisation de l'Ardacon semble quand même très 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 chaotique, on va dire, dilettante, et ouais, ça aussi, je pense que ça aussi, j'ai vu des gens sur Facebook qui disaient qu'ils viendraient pas à cause de ça, quoi. Et ouais, ça m'inquiète beaucoup parce que bon, c'est Ça très avait commencé particulier quand même. avec le temps des parties, je crois. C'était le premier petit couac, ça, au tout début. Il y a eu le temps des parties, ça, j'ai envie de dire, c'était des trucs. En fait, la spécificité de l'Ardacon, c'est que c'est un championnat du monde assez unique, mais les organisateurs l'organisent comme si c'était un tournoi cool où les gens viennent s'amuser. Alors, dans les faits, c'est vrai, par rapport au WTC ou à l'Ardacon, il y a au WTC ou à la Nation Cup, il y a beaucoup plus de gens qui viennent juste pour s'amuser, etc. Mais bon, quand il y a quand même des gens qui viennent des États-Unis, d'Australie, les men, ils ont quand même des objectifs compétitifs. Et donc oui, le temps c'était déjà un problème, mais j'ai envie de dire que les organisateurs soient pas très au point sur les règles, sur les rule packs et compagnie, ça a toujours été un peu le cas. Mais cette année, ouais, c'est même sur l'organisation, enfin, pas moyen très difficile d'avoir des réponses sur les règles. Le site qui n'était pas mis à jour pour la V7, on a l'impression que les organisateurs s'en rendent compte. Enfin là, ça fait genre 3-4 semaines que les gens ont commencé à leur dire bah Coco, votre builder de liste en fait, c'est encore les armées V6, c'est pas les armées V7. Vous faites quoi en fait? Et les mecs qui disent ah oui, c'est vrai, faut qu'on s'en occupe. S'ils veulent, on a une solution, hein. Bah toi après tu vas te plaindre que je t'ai Ouais. rajouté du boulot, donc lève le pied, hein, mais bon, je leur aurais bien proposé si gérait pas, si Tourny gérait pas aussi leur système de tickets. Mais ouais, donc ouais, le builder qui est pas à jour, les rule packs qui ont mis un temps terrible à se mettre à jour. Enfin, non, il y a les gens qui ont essayé d'avoir des réponses sur les différents types de tickets, notamment les gens qui avaient gagné des tickets pour les masters, ça a été très fastidieux pour obtenir des réponses. Enfin, ouais. Non, globalement, c'est un peu compliqué. Bon, après, peut-être que sur place, ça se passera bien, on verra, hein. Oui. Mais c'est vrai que ces sortes de builders, c'est quand même fou, parce qu'ils ont quand même eu le temps de se préparer, quoi. Enfin, Ouais, ouais. c'est dingue. Bon, écoutez, vous nous direz, hein, vous nous ferez partager ça à travers le Discord, Ouais, ouais, ouais. comment ça se Ouais. passe, et puis j'espère une belle perf française ou belge, francophone en tout cas. On mettra ça Ouais, sur les réseaux aussi.
Rien à voir, David, nous on a aucun matos qui peut être utile pour du stream portatif, nous, enfin chez toi là. C'est tout Si, tu peux du. avoir le bras là, et on a oh, je sais plus comment ça s'appelle, mais on a la perche qui Faudrait peut regarder avec servir. Quentin, faudrait regarder avec Quentin s'il a prévu de faire quelque chose parce qu'on a quand même Quentin et Carpus sur place. C'est vrai qu'il faudrait quand même essayer de préparer un peu quelque chose. Parce qu'en soi, avant on a ça, après est-ce qu'on a autre chose? Je suis pas sûr. Que les micros, non, il faut la box. Non, à part le pied là et la perche, je vois pas d'autre chose. Mmh. Peut-être, pour conclure, un petit point sur les décisions qu'on a pris en CA pour, suite à ce questionnaire peut-être, Adriss, tu veux en dire quelques mots? Décision prise par rapport à. Bah, au niveau des dates, Pardon. on a convenu que du coup, on allait espacer plus les dates, certainement faire peut-être, Oui, étaler tout un à peu fait. plus la phase solo. Ouais. Peut-être aussi décaler en fait, un des problèmes de base, c'est qu'on qualifie nos équipes trop tôt et qu'après elles marnent un petit peu trop longtemps avant de partir aux événements internationaux et les joueurs restent pas forcément au niveau non plus. Donc, notre idée, c'était Mmh. peut-être d'étaler la qualif solo sur toute l'année civile, la faire commencer qu'au mois de mai, faire peut-être 2 tournois entre avril et juin, 2 tournois entre septembre et décembre et ensuite ne caler les tournois de qualification en équipe qu'en février-mars, histoire que les équipes soient qualifiées vraiment quelques mois avant de partir à l'événement et qu'elles soient encore un petit peu dans la dynamique, quoi. Ça, c'était le premier point. Et bah, après pour le reste, le système en lui-même, bon, bah, évidemment, il satisfait pas tout le monde, hein, mais ça, il y a aucun système parfait. Je crois pas qu'on ait spécialement C'est prévu pas de la le raison principale, ouais. de toute façon, le sondage a pas montré de rejet particulier du système en Ça. lui-même, si ce n'est, de mieux étaler les dates, quoi. Ouais, tout à fait. Alors que c'était enfin voilà, c'était, explicitement cité qu'il y avait une réponse à un moment donné, voilà, je n'aime pas comment Mmh. le circuit a été construit cette année. Bon, je crois qu'il y a une personne qui a dû répondre ça. Donc, non, clairement, ça a pas été, du tout, quelque chose qui a été publicité. Donc, non, c'est ça que tu as cité, quoi, d'espacer les dates et de rapprocher par contre, la date, de la nomination des équipes, des échéances, internationales. Tout à fait. Mmh. C'est ça et puis aussi dans la foulée de ces résultats de sondage, on avait pris la décision de créer un nouveau channel sur le Discord que vous avez pu voir pour, tout ce qui est, règles pour les débutants, pour avoir des réponses, assez rapides quand on se pose des questions, et qu'on débute dans le jeu, pour avoir un soutien plus rapide et on a maintenant un salon, plus technique, pour les règles, pour les personnes qui se posent des questions, compliquées, on va dire. Règles, tout simplement, pour essayer de favoriser, l'onboarding des nouveaux joueurs. Eh ben, parfait. Voilà. Écoutez, messieurs, je pense qu'on va pouvoir en rester là. Je mettrai le replay de Ouais, ce live sur YouTube dès demain, parce qu'il n'y a pas de montage à faire, hein, je vais vous mettre le replay tel quel. Euh, donc on repartagera tout ça sur le Discord. Est-ce qu'on partage aussi le PowerPoint, Adrien, que tu as fait avec tous les résultats? Ou on le fait en ouais, PDF on ou... peut ouais, c'est ça, on peut mettre en PDF dans le Discord, ouais, carrément et puis On on le pourra mettra le relayer sur les réseaux, on le mettra sur le site de la Fédé si ça vous embête pas. Ouais, Comme ça, si on doit le changer, l'éditer, on le fait qu'à un seul endroit, on le mettra avec les comptes rendus de CA. Comme ça, les gens découvriront peut-être qu'il y a une totalement. page avec tous les comptes rendus de CA. ça marche. Et avec plaisir, Iradros, pour une petite binouze du pays. Eh ben écoutez, Mmh. merci à tous, merci à vous deux, ce live. Merci Yes. aux 20 spectateurs qui étaient là, passé un Merci. moment. Ils sont encore 15. Donc merci à vous tous. Passez une bonne soirée. Et puis on vous dit à très vite, donc à l'Ardacon, potentiellement, avec quelques infos de nos francophones. Yes. Merci à tous. Bonne soirée. Merci. Ciao, à plus Bye. tard.